Dans le nord de Londres, à Bishop Avenue, nous croyons savoir que le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, possède un certain nombre de propriétés. Imaginez crier « Mort à Israël » à Téhéran, tout en possédant secrètement des appartements luxueux, juste à côté de l'ambassade d'Israël à Londres. Ça paraît complètement fou, non ? Mais c'est la réalité pour Mojtaba Khamenei, le fils de l'ancien guide suprême de l'Iran. Ce n'est pas seulement de l'hypocrisie ou de l'exagération. Cela montre comment des milliards volés aux Iraniens servent à bâtir des empires mondiaux, alors que les Iraniens peinent à joindre les deux bouts. Aujourd'hui, découvrons comment Mojtaba a bâti un empire immobilier secret, estimé à plus de 3 milliards de dollars. Nous allons suivre la chronologie, analyser les stratagèmes et révéler le coût humain en Iran. Mais d'abord, qui est Mojtaba Khamenei ? Et comment un religieux discret est-il devenu un magnate mondial de l'immobilier ? Né à Téhéran en 1969, il est le deuxième fils d'Ali Khamenei, qui a dirigé l'Iran de 1989 jusqu'à sa mort récente en 2025. Mojtaba était différent des autres héritiers politiques. Il évitait les caméras, ne donnait aucune interview et gardait sa vie cachée. Pendant longtemps, la plupart des Iraniens ne le connaissaient que comme le fils mystérieux du guide suprême, et son nom restait inconnu à l'étranger. Pourtant, des rumeurs sur son influence persistaient. Comme beaucoup de dirigeants iraniens, Mojtaba a étudié dans des séminaires religieux, véritables usines à pouvoir et non seulement lieux de prière. Les étudiants créent des liens durables avec religieux, politiciens et responsables de la sécurité, tous influençant le régime islamique. Le temps de Mojtaba dans les séminaires lui a permis d'accéder à des réseaux importants de l'État, jusqu'au corps des gardiens de la révolution islamique, ou le CGRI. Le corps des gardiens de la révolution islamique est plus qu'une force militaire, c'est aussi un empire commercial. Il dirige des entreprises de construction, de télécommunications, maritimes et énergétiques. Il contrôle des routes de contrebande et possède des banques. Le soutien des gardiens donne accès à l'argent, la protection et l'influence. Les analystes estiment que Mojtaba a établi des liens solides avec les hauts commandants du corps des gardiens de la révolution islamique. Cela lui aurait donné une influence dépassant la salle de classe. À la fin des années 2000, Mojtaba était déjà vu comme un acteur de l'ombre. Lors du mouvement vert de 2009, quand des millions d'Iraniens ont protesté contre une élection contestée, des rapports ont indiqué qu'il avait aidé à coordonner la répression. Des milliers de personnes ont été arrêtées, et le soulèvement réprimé. Bien que son rôle exact ne soit jamais confirmé, des initiés pensaient qu'il agissait en coulisses. Quelques années plus tard, à 56 ans, Mojtaba Khamenei est désormais un conservateur réputé pour sa discrétion. Les États-Unis l'ont sanctionné en 2019 pour des violations des droits humains liées à la répression de manifestations. Il se montre rarement en public, et, après la mort de son père lors d'une frappe, il était resté caché. Des rumeurs ont d'abord laissé entendre qu'il aurait été blessé lors de l'explosion. En quelques jours, l'Assemblée des experts, soutenue par la loyauté des gardiens de la révolution islamique, l'a nommé guide suprême. Pour comprendre comment cela s'est produit, nous devons examiner la frappe elle-même. Le 28 février, des chasseurs américains et israéliens ont lancé la première salve de la guerre du Ramadan. Leur cible était le complexe d'Ali Khamenei dans le nord de Téhéran. La frappe a été dévastatrice, et Ali Khamenei a été tué sur le coup. Cela a coïncidé avec la mort de plusieurs alliés proches, dont le commandant du CGRI Amir Nazirzadeh et Mohammad Pakpour. Des rapports indiquent aussi que des membres de la famille élargie de Mojtaba ont été touchés par l'explosion. L'ampleur de la catastrophe a poussé les médias officiels iraniens à retarder la confirmation de plusieurs jours. Finalement, cependant, ils ont admis que le guide suprême était mort. Naturellement, l'attaque a créé un vide de pouvoir soudain. La direction de l'Iran a été décapitée en une nuit. Le CGRI, ébranlé mais intact, a agi rapidement pour empêcher le chaos. Mojtaba, malgré les rumeurs de blessures, était le seul héritier viable. Il avait la lignée, la formation cléricale et surtout la confiance des gardiens. En quelques heures, les commandants l'ont soutenu, présentant sa succession comme un défi aux États-Unis et Israël. Le 9 mars, l'Assemblée des experts s'est réunie en urgence. Cet organe de haut clerc choisit le guide suprême. En théorie, ils débattent des candidats, mais en pratique, l'influence des gardiens de la révolution est décisive. Avec le soutien des gardiens, Mojtaba a été nommé guide suprême. La décision, présentée comme un symbole d'unité, a été perçue par de nombreux Iraniens comme une succession héréditaire, montrant que le système devenait une dynastie. Cette perception entraîne de graves conséquences politiques. La République islamique a été fondée après la révolution de 1979, avec la promesse de rejeter la monarchie et le pouvoir héréditaire. Le pouvoir était censé venir de l'autorité religieuse et de la légitimité révolutionnaire, pas des liens du sang familial. Si la direction passe du père au fils, les critiques disent que cela risque de ressembler exactement au système dynastique que la révolution prétendait remplacer. En Iran,
Cette comparaison est explosive. De nombreux Iraniens âgés se rappellent la chute du Shah, dont la monarchie s'est effondrée après des années de colère contre la corruption et l'inégalité. L'idée que le pays puisse dériver vers une nouvelle dynastie familiale est devenue l'un des débats les plus sensibles dans le système politique. Son ascension coïncide avec une crise. En ce moment, des frappes aériennes pilonnent Téhéran jour après jour, laissant la ville meurtrie et secouée. Les prix du pétrole ont augmenté de 20% en une nuit, faisant monter les coûts du gaz mondialement et ébranlant les économies bien au-delà de l'Iran. Les Iraniens ordinaires subissent des comptes gelés, des rayons vides et une infrastructure en ruine. Les familles se réfugient dans les sous-sols alors que les missiles grondent au-dessus d'eux, pendant que l'élite transfère discrètement des fortunes à l'étranger. Le silence de Mojtaba renforce l'incertitude. On se demande s'il a été blessé lors de la frappe qui a tué son père, s'il fait son deuil en privé ou refuse simplement de se montrer. Chaque question sans réponse alimente les spéculations. Dans un pays déjà tendu, ce silence en dit plus long que n'importe quel discours. Au cœur de la crise, la fortune cachée de Mojtaba devient impossible à ignorer. C'est encore plus vrai quand on voit comment elle a été bâtie à l'étranger, au grand jour. L'ironie saute aux yeux. Un homme prône le sacrifice et la résistance chez lui, mais vit comme un roi à l'étranger. Des enquêteurs ont pendant des années suivi des propriétés de luxe dissimulées à travers le monde derrière des sociétés offshore liées à son réseau. Son empire, que certains estiment à plusieurs milliards, contraste fortement avec les difficultés quotidiennes des Iraniens ordinaires. L'hypocrisie est évidente. Encore une fois, ce dirigeant appelant à la résistance depuis des bunkers à Téhéran possède des appartements dans les quartiers chics de Londres. Selon une source proche des activités économiques des gardiens de la Révolution, au cours des dernières 48 heures, environ 1,5 milliard de dollars ont été transférés hors d'Iran, non pas par les banques, mais plutôt via des crypto-monnaies vers une destination claire, Dubaï. Fait intéressant, Londres n'est pas devenu par hasard un chapitre de l'histoire de Mojtaba Khamenei. Depuis des années, la ville est discrètement l'un des principaux refuges pour les fortunes étrangères. Les enquêteurs la qualifient souvent de laverie mondiale pour les élites politiques. Des oligarques russes, des responsables d'Asie centrale et des magnats du Moyen-Orient ont tous investi de l'argent dans le marché immobilier de la ville. L'attrait est simple. Les lois immobilières autorisent les sociétés étrangères à acheter des maisons sans dévoiler leurs propriétaires réels. Une société écran des Caraïbes peut acheter un hôtel particulier à Londres sans révéler l'identité de son propriétaire. Cette faille a contribué à transformer certaines parties de la ville en rues de hôtels particuliers, vides appartenant à des sociétés anonymes. En examinant les biens liés à Mojtaba Khamenei, les enquêteurs ont constaté que son réseau utilisait le même système, mais avec un symbolisme politique différent, dépassant les simples investisseurs étrangers. Il s'agissait de la famille de l'un des dirigeants les plus ouvertement anti-occidentaux du monde, qui stockait discrètement sa richesse au cœur de la Grande-Bretagne. Ce qui rendait la trace de Mojtaba inhabituelle, c'était la manière dont elle était soigneusement dissimulée. Aucune des propriétés n'est enregistrée au nom de Mojtaba. Elle passe par des sociétés créées dans des paradis fiscaux secrets comme Chypre ou l'île de Man. Officiellement, ces entreprises paraissent indépendantes. Elles forment une chaîne qui rend presque impossible d'identifier le véritable acheteur, permettant à Mojtaba de contrôler des actifs précieux tout en restant invisible dans les registres officiels. En s'appuyant sur ce secret, un nom revient sans cesse au centre, celui d'un intermédiaire de confiance. L'homme d'affaires iranien, Ali Ansari, apparaît à plusieurs reprises dans les documents immobiliers, les dossiers d'entreprise et les transactions financières. Il gère la partie visible des transactions, signe les documents, dirige les entreprises et agit en tant que propriétaire légal de plusieurs actifs. Les enquêteurs, cependant, pensent que Mojtaba est la véritable autorité derrière le réseau. Ce dispositif crée une zone tampon. Si des questions se posent un jour, les documents désignent quelqu'un d'autre. Londres est l'un des exemples les plus clairs de l'audace de cet empire. Les enquêteurs ont désigné 2 appartements de luxe à Kensington Palace Gardens, l'une des rues les plus exclusives de la ville. Ils se trouvent à seulement 50 mètres de l'ambassade d'Israël, la surplombant depuis les 6e et 7e étages. Achetés en 2014 et 2016 pour un total de 35 millions de livres, ils valent aujourd'hui environ 50 millions ou plus. L'emplacement a suscité de réelles préoccupations en matière de sécurité. Ceci est d'autant plus vrai après l'arrestation en Grande-Bretagne de présumés agents iraniens accusés de planifier des attaques à proximité. L'emplacement intrigue, mais ces appartements ne représentent qu'une petite part des avoirs à Londres. Le réseau est relié à plus d'une douzaine de propriétés à travers la ville, dont au moins 11 manoirs sur Bishop's Avenue, connus sous le nom de l'allée des milliardaires. Beaucoup de ces maisons restent vides derrière de hautes grilles, symboles de richesse cachés aux yeux du public.
Les avoirs au Royaume-Uni dépasseraient 100 millions de livres, certains analystes avançant près de 200 millions, en raison de la hausse des valeurs immobilières. Le même schéma se retrouve partout en Europe. Au-delà du Hilton, il y a le Frankfurt Gravenbrück, un hôtel 5 étoiles près de l'aéroport, et un complexe de luxe à Majorque. Les enquêteurs ont trouvé des liens avec un golf sur l'île, une station de ski en Autriche et un centre commercial en Allemagne. Les enquêtes financières estiment que la partie européenne de ce réseau vaut près de 400 millions d'euros. En ajoutant Londres, les comptes bancaires cachés et des actifs lointains, les récentes fuites estiment que l'Empire dépasse largement 3 milliards de dollars. Ce montant comprend des biens immobiliers et des comptes bancaires suisses contenant des centaines de millions, transférés via le Liechtenstein pour rester cachés. À Madrid, le réseau a acquis des appartements de luxe et des tours de bureaux valant des dizaines de millions, s'intégrant au marché florissant espagnol comme tout investisseur. Mais cela ne s'arrête pas là. Les connexions bancaires s'étendent en Syrie, au Venezuela et dans des régions d'Afrique. Ici, les fonds restent dans des banques locales, à l'abri des régulateurs. L'accaparement des terres n'est pas seulement étranger. En Iran, Mojtaba a acquis de grandes terres près de Mashhad. Il a converti des terrains publics en domaines privés de taille comparable à des quartiers, d'où la pression ressentie par les capitales occidentales. Les décideurs s'interrogent sur le maintien de ces actifs, potentiellement liés à de l'argent du pétrole sanctionné. Le raisonnement est clair. Si les enquêteurs exposent ces réseaux et que les gouvernements bloquent leurs avoirs, il devient bien plus difficile pour les élites de détourner et transférer la richesse iranienne à l'étranger. Pour Mojtaba, couper l'accès à ces actifs nuirait directement au flux de trésorerie vitale du régime. D'accord, si après avoir appris que Mojtaba détient 3 milliards de dollars en biens cachés, vous vous souvenez toujours, alors que les Iraniens ordinaires ignorent quand l'électricité reviendra, vous voulez clairement des histoires qui vont droit à l'essentiel. Alors s'il vous plaît, aimez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine, parce que ces ombres géopolitiques ne font que s'assombrir. Très bien, on y retourne. Ce contraste entre une richesse aussi inexplicable et immense et les conditions de vie des gens qu'il dirige est énorme. Oui, l'écart entre la richesse de Mojtaba à l'étranger et la vie en Iran ne pourrait guère être plus grand. Les familles en Iran luttent contre une inflation galopante, des économies gelées et des pénuries constantes. Pendant ce temps, l'homme au sommet du pouvoir passe de villas à Dubaï, à des stations balnéaires, à Majorque et hôtels à Francfort. Ce n'est pas seulement de la richesse. Cette richesse est conservée dans des marchés exclusifs, loin des difficultés quotidiennes de ceux qu'ils gouvernent. Ce genre de disparité n'est pas seulement frappant, il est aussi politiquement dangereux. Les responsables du renseignement occidental craignent aussi que des propriétés détenues, via des réseaux secrets, servent à d'autres fins que financières. Les maisons et hôtels de luxe offrent des espaces de réunion discrets et des planques temporaires, et servent parfois de centres logistiques pour partenaires commerciaux ou alliés politiques en déplacement à l'étranger. Les enquêteurs n'accusent pas le réseau de Mojtaba Khamenei d'utiliser ces propriétés ainsi, mais des analystes en sécurité notent que la dissimulation des structures de propriété rend la surveillance extrêmement difficile. Quand les autorités ignorent qui contrôle un bâtiment, il est difficile de surveiller son usage. Cela a conduit plusieurs gouvernements à durcir les règles de propriété immobilière récemment. Le débat ne concerne plus seulement la corruption ou l'argent caché, mais aussi la transparence et la sécurité dans les grandes villes mondiales. S'attaquer à ces propriétés ferait plus qu'embarrasser Mojtaba. Cela toucherait directement les financements qui permettent aux cercles dirigeants d'échapper au chaos subi par les Iraniens ordinaires. Les manoirs vides à Londres et les villas à Dubaï ne sont pas seulement des symboles d'hypocrisie. Ce sont des coffres forts pour la survie du régime, et en couper l'accès touche directement les artères mêmes du pouvoir. La pression augmente, car les décideurs savent que c'est l'un des rares leviers vraiment efficaces. Les sanctions sur le pétrole sont contournées depuis des années, mais il est plus difficile de protéger des biens à Londres, Francfort ou Dubaï. Les gelées forcent la transparence, exposent les réseaux cachés, et envoient un signal indiquant que la richesse bâtie sur le secret ne peut plus se cacher au grand jour. Avec Mojtaba nommé guide suprême, les enjeux sont plus élevés que jamais. Sa richesse cachée n'est plus un simple scandale, mais une arme. Elle finance des alliances avec la Russie, soutient l'état sécuritaire iranien et protège les élites du chaos que subissent les Iraniens ordinaires. La question n'est plus de savoir si Mojtaba possède ses biens. La vraie question est de savoir si le monde va agir. Cela passera par le gel des avoirs, la révélation des réseaux et la coupure des canaux qui permettent aux dictatures de prospérer dans l'ombre. Nous arrivons alors à la question essentielle. D'où provient l'argent ayant permis d'acheter les biens immobiliers les plus prisés au monde ? Pour répondre, il faut analyser le fonctionnement réel de l'économie iranienne, et pas seulement sa théorie. L'Iran détient parmi les plus grandes réserves mondiales de pétrole.
Pendant des décennies, la vente de pétrole a constitué la principale source de revenus du gouvernement, générant des dizaines de milliards de dollars lors des bonnes années. Dans la plupart des pays, cet argent passe par le budget national, contrôlé par le Parlement et les auditeurs. En Iran, le système est très différent. Les revenus pétroliers passent là souvent par un réseau d'institutions puissantes qui fonctionnent avec une supervision publique limitée. L'un des acteurs les plus puissants de ce système est le CGRI. À l'origine, une force militaire, après la révolution de 1979, il s'est étendu bien au-delà de la défense. Le corps joue aujourd'hui un rôle clé dans les principaux secteurs économiques. Des entreprises associées gèrent des projets de construction, d'énergie, de télécommunications, de transport maritime et d'infrastructures majeures. Quand des projets nationaux vont à des entreprises liées aux gardiens, la limite entre argent public et enrichissement privé devient floue. Une autre institution se trouve encore plus près du centre du pouvoir, connue sous le nom de SATAD. Créée à l'origine pour gérer les biens abandonnés après la Révolution, elle est devenue un vaste réseau financier. SATAD possède maintenant des parts dans des banques, entreprises pharmaceutiques, télécommunications et de grands portefeuilles immobiliers. À la différence des ministères, SATAD ne rend pas compte au Parlement, mais directement au guide suprême. Cette structure fait circuler d'importantes richesses, avec peu de contrôle externe. L'économie iranienne subit de lourdes sanctions internationales depuis des années. Elles ont surtout visé le secteur bancaire et l'exportation pétrolière par des canaux classiques. Mais les sanctions stoppent rarement totalement le commerce. Elles le rendent plutôt clandestin. L'Iran a mis en place l'un des systèmes de contournement des sanctions les plus sophistiqués, utilisant parfois des méthodes étonnamment simples. Les pétroliers coupent de parfois leur suivi sur des routes très fréquentées. Le brut peut être transféré en mer entre navires, rendant son origine difficile à retracer. Des sociétés écrans émergent dans des pays lointains, changeant souvent de nom ou de propriétaire. Les documents sont volontairement flous, compliquant la tâche des régulateurs pour tracer l'argent. Des réseaux liés aux gardiens de la Révolution jouent un rôle majeur dans ces opérations. L'objectif est simple, maintenir la circulation de l'argent du pétrole malgré les restrictions sur les exportations. Quand ces fonds arrivent dans les banques internationales via des canaux indirects, ils circulent bien presque partout. L'immobilier reste l'un des endroits les plus sûrs pour les stocker. Un appartement de luxe ou une villa peut discrètement convertir les revenus pétroliers en actifs à long terme, protégés par des systèmes juridiques étrangers. Les économistes en Iran estiment que des dizaines de milliards de dollars quittent le pays chaque année par divers canaux financiers. Une partie des fonds aide le commerce ou des groupes alliés dans la région, mais beaucoup vont sur les marchés immobiliers mondiaux. Les sociétés offshore et juridictions opaques compliquent fortement la traçabilité de la propriété. En comparant registres fonciers, dossiers d'entreprises et données financières, les enquêteurs ont remarqué un fait frappant. La structure derrière les propriétés de Mojtaba Khamenei suivait le même schéma. C'est pourquoi l'origine de l'argent est importante. La fortune du réseau immobilier mondial de Mojtaba viendrait de l'industrie pétrolière iranienne, puis transiterait par des institutions puissantes et des circuits financiers occultes. Elle se manifeste par des actifs de luxe dans les villes les plus chères du monde. L'empire de Mojtaba Khamenei n'est pas qu'une collection de bâtiments. Il illustre un système où les ressources nationales deviennent discrètement des fortunes privées. Les revenus pétroliers destinés à soutenir tout un pays se retrouvent investis sur les marchés immobiliers étrangers, alors même que l'économie nationale souffre sous la pression. Ce contraste est précisément ce qui continue d'attirer l'attention sur cette histoire. Et ce même contraste a alimenté la colère qui a éclaté dans les rues en 2022 après la mort de Mahsa Amini. Son arrestation par la police des mœurs iraniennes a déclenché des manifestations nationales dépassant vite l'incident initial. Les gens ont envahi les rues pour réclamer justice pour elle, et exprimer des années de ressentiment face à la corruption, l'inégalité et les difficultés économiques. Pour les familles déjà en difficulté, évoquer des appartements de luxe à Londres accentue le sentiment d'injustice. En 2026, les tensions se sont intensifiées. Après des semaines de manifestations début d'année, le conflit a provoqué frappes aériennes et chaos. Des installations liées aux gardiens de la révolution islamique ont été visées, endommageant le réseau économique soutenant le système. L'Iran a répondu en frappant les infrastructures énergétiques du Golfe. Cela a entraîné une hausse de 25% des prix du pétrole brut en quelques jours. Les automobilistes, de Johannesburg à New York, subissent le choc à la pompe, rappelant que l'instabilité en Iran a des répercussions mondiales. La pression économique s'est accrue. Retrait bancaire limité, rayons à moitié vides et inflation rendant les produits essentiels inaccessibles. Les coupures de courant durent 8 heures par jour dans de nombreuses villes, laissant les familles dans l'obscurité. Les enfants font leurs devoirs à la lumière d'une bougie ou d'un téléphone presque déchargé. Lorsque la lumière revient enfin, les parents se demandent combien de temps ils pourront continuer à payer des factures, qui ne cessent d'augmenter. Faire les courses est devenu un calcul minutieux. Les files d'attente pour le pain se sont allongées. Les familles limitent leurs repas.
et les manifestations reprennent dans les rues. Cette fois, la mémoire de Mahsa Amini se mêle à la colère contre ce que les manifestants décrivent comme une élite puissante qui transfère la richesse hors du pays. Depuis que Mojtaba Khamenei est guide suprême, ce fossé est plus visible. Les gardiens de la révolution ont publiquement réaffirmé leur loyauté à la nouvelle direction. Dans le même temps, des militants et des membres de la diaspora iranienne appellent à des mesures plus fermes contre les réseaux financiers liés au cercle dirigeant. L'attention s'est accrue sur des intermédiaires comme l'homme d'affaires Ali Ansari, qui gère les entreprises et transactions immobilières du vaste réseau de Mojtaba. Le débat porte désormais sur les actions possibles des gouvernements. Certains estiment que les sanctions devraient cibler davantage les marchés immobiliers internationaux. Les sociétés écrans dans les paradis fiscaux doivent être mieux contrôlées, avec des règles de propriété plus transparentes. Sans ces mesures, les critiques craignent que les puissants initiés transfèrent leurs richesses à l'étranger et que les citoyens supportent le fardeau économique. Pour beaucoup d'Iraniens, ces propriétés sont perçues comme une trahison. Pour les régulateurs, c'est un rappel de la facilité des flux financiers mondiaux peu transparents. Cela montre comment pouvoir, richesse et politique franchissent discrètement les frontières, laissant des maisons vides à l'étranger, alors que des familles restées au pays ont faim chaque semaine.